Alors, bonjour à tout le monde. Donc, on a déjà 35 personnes qui se sont connectées. Donc, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Normalement, on attend encore plus d'une dizaine de personnes, mais on va démarrer tranquillement et comme ça va leur permettre de nous rejoindre. Donc, nous sommes très heureuses aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire de Calirel. Donc, c'est déjà le deuxième webinaire sur le REX Covid-19 et comment est-ce que les établissements gèrent ce sujet-là. Et comme vous le savez, à chaque fois, on aborde une thématique différente. Donc, la première fois, nous étions sur la gestion de crise spécifiquement. Et cette fois-ci, nous allons aborder la question du travail en équipe, voir un petit peu finalement comment cette crise sanitaire et la gestion du Covid-19 est venue impacter le travail en équipe. Voilà, donc on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Noémie, je te laisse passer la diapo suivante. Merci. Voilà, et également, je me permets d'ores et déjà de vous transmettre l'information sur le fait que nous aurons des prochains webinaires le 11 mai, c'est-à-dire mardi prochain, et le 20 mai, le jeudi de la semaine suivante, qui porteront le 11 mai sur la question des REX Covid-19 et des ruptures de parcours. Est-ce qu'éventuellement, cette crise sanitaire a engendré des événements indésirables supplémentaires et surtout quels ont été les impacts sur le parcours patient, puisque forcément, c'est assez complexe à gérer. Et enfin, le 20 mai, on s'attachera à la question de l'implication de l'usager et comment est-ce que des structures ont réussi à associer les usagers à ce REX Covid, hein, que ce soit par des questionnaires des enquêtes de satisfaction ou d'opinion, que ce soit en associant les CDU, les CVS. Donc voilà, on a des retours très intéressants sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez les liens cet après-midi par mail et sur notre site internet pour pouvoir vous inscrire à ces deux webinaires suivants, donc le 11 et le 20 mai. Voilà pour la présentation de la suite du programme. Pour revenir à notre programme d'aujourd'hui, je veux bien la diapo suivante. Donc, nous avons plusieurs intervenants. Voilà, donc normalement une introduction par Stéphane Guéraud de l'ARS. Nous allons vous parler également donc, des ressources FORAP et des premiers résultats d'enquête qu'il y a eu sur l'enquête justement du travail en équipe en situation de crise. Nous accueillerons ensuite Madame Pellegrini et Madame Galland de l'Institut public au sens qui nous expliqueront un petit peu l'impact sur le travail en équipe qu'il y a eu au niveau de leur structure. Et enfin, le PMS avec Catherine Perron. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Donc, effectivement, je vous rappelle juste les toutes petites règles habituelles. A priori, tout le monde garde son micro coupé pour qu'on ait une bonne qualité de son au niveau des intervenants. Et en revanche, il y aura bien sûr des temps d'échange et de questions-réponses où vous pourrez soit poser votre question à l'oral, soit surtout, n'hésitez pas à poser également vos questions ou à nous transmettre vos remarques dans le chat, voilà, sur la barre de discussion. Pour ceux qui n'ont pas de caméra de micro, pas de souci, vous pouvez nous transmettre vos questions de cette manière-là. Voilà, et puis on clôturera ce webinaire par un petit sondage. Donc, restez jusqu'au sondage pour qu'on connaisse votre avis. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous et je passe tout de suite la parole à Noémie. Eh bien oui, alors bonjour à tous. Donc on va bien entendu excuser Stéphane Guéraud de l'Agence régionale de santé qui avait des grosses réunions ce matin. Donc il est probable qu'il nous rejoigne en cours de séance, auquel cas on lui laissera nous partager les informations et les messages de l'agence. Donc ça va me permettre d'emblée d'introduire le sujet et notamment de vous partager, pour ceux qui ne le connaissaient pas, les outils qu'on a pu déployer dans le cadre de la FORAP, notamment une panel d'outils pour vous accompagner dans le retour d'expérience et particulièrement un outil notamment pour permettre de se questionner à l'échelle de l'équipe sur le vécu et l'expérience de la crise, d'explorer la façon dont l'équipe a fonctionné pendant cette période de crise et puis de vous partager avec vous alors quelques tendances. On ne va pas être dans des résultats affinés puisqu'il y a encore beaucoup d'équipes qui sont engagées dans le retour d'expérience, notamment suite aux vagues successives, mais déjà quelques tendances et peut-être aussi des points de réflexion
qu'on pourra tirer, notamment pour, capitaliser, au travers de cette période de gestion de crise. Alors encore une fois, on est encore, dans une situation de gestion de crise, continue et là, l'idée, c'était de pouvoir vous partager les premiers éléments de la première période de gestion de crise et je vois à l'instant que Stéphane Guéraud a pu se connecter. Donc ça me permet à peine de débuter mon diaporama et de, laisser la possibilité à Stéphane Guéraud, qu'on remercie sincèrement d'avoir pu, libérer du temps dans son agenda extrêmement chargé, de pouvoir être présent, sur cette introduction. Bonjour, monsieur Guéraud. Alors vous avez votre petit micro de coupé, donc il suffit juste voilà, parfait. Bonjour, bonjour Noémie, bonjour l'intérieur, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Mais je suis désolé, je vous présente mes excuses parce que j'arrive avec 10-15 minutes de retard et je ne sais pas si vous n'avez pas déjà introduit et fait déjà un travail de présentation générale. Eh bien non, pas du tout. On avait présenté le programme du webinaire et je débutais moi sur mon intervention, mais on n'a pas encore posé le cadre global et régional. Donc vous arrivez à point nommé. Alors peut-être simplement quelques mots, hein, avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de conviction parce que je pense qu'il est très important de faire des arrêts sur image, il est très important de faire des pauses de réflexion. Je le vois dans mes relations à vous, aux établissements, aux professionnels de santé, à nos équipes, à notre équipe. Enfin, on le voit à tout niveau. La gestion de crise nous a accaparés depuis 1 an, nous a mobilisés, nous a transformés, mais nous a aussi sans doute un peu bouleversés, voire épuisés. Et je perçois dans la crise et dans l'urgence qu'elle génère, un risque de captation de l'urgence, de réponse à un objet qui nous est extérieur, de réponse à l'urgence de trouver une ressource, l'urgence de trouver des réponses pour prendre en charge des patients qui arrivent dans tel ou tel secteur, de trouver des solutions, des organisations complètement innovantes. Et parfois, enfin, je l'observe vraiment même en proximité dans nos équipes, on le fait au détriment de l'attention que l'on se doit d'avoir pour les gens avec qui on travaille. On est facilement enclin à mobiliser les gens pour produire ou pour répondre à un besoin imminent, mais sans pour autant être soucieux de ce qui se passe dans notre environnement et on prend le risque, je pense, de l'épuisement. Et je pense qu'on prend le risque aussi de perdre un peu la finalité pour laquelle on doit se mobiliser. Je pense qu'on prend le risque aussi d'appauvrir notre réflexion par le nécessaire besoin de confrontation que l'on a. Et en cela, le travail en équipe est précieux, parce que travailler en équipe, c'est avoir la possibilité de confronter les avis, c'est avoir la possibilité de valoriser le travail de chacun, c'est avoir la possibilité d'offrir de la reconnaissance à chacun. Et c'est aussi, je pense, utile pour inventer, pour trouver des solutions qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, ce retour sur l'expérience, cette analyse de pratique, cette approche par le briefing, débriefing, si on le maintient même à petite dose, mais de façon régulière, je nous pensons que ça a la vocation de donner le sens et un peu le soupçon d'énergie utile pour continuer à avancer, continuer à faire évoluer nos pratiques et nos organisations. C'est vraiment pas, ce que je vous dis n'est pas construit, c'est vraiment plutôt le fruit d'une intime conviction et d'une attention nécessaire parce que je suis très honnêtement moi-même pris un peu dans cette spirale et que c'est très facile de se départir de cette exigence minimale d'attention au travail en équipe. Je suis vraiment convaincu que l'on a besoin de, ne, de s'arrêter pour se dire que va-t-il se passer si justement je ne suis pas là, si je suis arrêté, si je suis au bout du bout du bout du bout. Et faire cette pause pour trouver le temps de la réflexion en équipe nous paraît être quelque chose de nécessaire et donc avoir la possibilité institutionnelle de réfléchir dans le cadre d'un rétexte Covid au travail en équipe, à la place du travail en équipe, me paraît extrêmement précieux. Donc, je ne peux que
que vous en féliciter que de conduire ce travail. Également, je pense qu'on a des pratiques qui peuvent nous y aider. Les pratiques, certes d'analyse de pratique, les pratiques aussi, qui font appel à la simulation en santé, les pratiques qui nous aident à trouver, des ressources qui nous sont un peu extérieures, pour faire ces temps de pause qui, je vous le redis, peuvent être très courts. C'est pas utile forcément de passer 2 heures à à à voir où on en est, mais des temps de pause pour partager aussi avec ceux qui n'ont pas été là. Ça va tellement vite que 3 jours d'absence, on a l'impression d'être paumé, d'avoir, des tonnes de retard et donc prendre un quart d'heure pour se dire ce qu'on a fait, où on en est pour rebondir et repartir, ça peut être utile. Donc c'est vraiment quelque chose de qui me semble essentiel, sans être forcément très complexe ou très intellectuel, mais vraiment autour du débriefing, enfin du briefing et du débriefing, autour du temps de partage, un peu sous la forme d'une réunion de chantier toute simple, me semble être quelque chose de très utile. En tous les cas, hem je le prône pour nos équipes, comme je pense que c'est utile pour soi-même et je pense que chacun d'entre nous a besoin d'être, en capacité de souffler un peu pour accompagner aussi les équipes et pour répondre mieux à la crise qui est devant nous. Donc voilà, c'est vraiment de très modestes mots, pour, saluer l'importance du travail que vous faites et de la réflexion que vous allez conduire. Donc je le redis, ces temps de pause pour, réfléchir à la pratique, pour débriefer, pour, partager, pour, se confronter, pour, ensemble trouver des solutions un peu qui sortent de l'ordinaire et du rang pour mieux répondre à la crise. Voilà quelques mots, tout simples, Noémie, Voilà, tout ça basiques. devrait être un petit peu mieux D'accord. au niveau des offices. Là, ce n'est pas moi qui parlais, hein, Merci, merci infiniment. Cette introduction qui repose bien, enfin, bien évidemment l'enjeu à la fois du retour d'expérience, c'est pour ça qu'on a souhaité ces différents webinaires, et puis aussi de mobiliser le retour d'expérience à l'échelle des équipes par rapport au vécu à proprement dit des équipes et de pouvoir introduire cette notion, hein. Vous avez partagé des mots-clés, hein, sur les questions de débriefing, de temps de partage et de temps de pause, hein, pour analyser les pratiques. C'est vraiment le sens de notre webinaire d'aujourd'hui, de pouvoir à la fois vous partager les ressources qui existent et puis des partages d'expériences extrêmement riches, hein, Swazik l'a dit, de 2 établissements qui vont nous montrer la façon dont les équipes ont vécu et ont pu capitaliser sur le vécu de la première période, notamment pour réajuster cette crise qui dure et notamment la deuxième période de crise. Et maintenant, on est pas encore au lendemain, mais sur cette troisième période de crise que nous vivons tous. Merci infiniment de cette introduction. Je vous en prie. Swazik? Oui, tout à fait. Et bah donc Noémie, on enchaîne avec ta présentation. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est une présentation, enfin une introduction qui va nous permettre vraiment de rentrer dans le vif des messages que nous souhaitions partager avec vous, notamment. Alors, ça a été dit par Stéphane Guiraud en introduction, mais c'est vrai que cette période de crise ou les périodes de crise de façon générale, elles entraînent nécessairement des modifications majeures des organisations, des pratiques professionnelles et avec des notions immédiates, presque réactives, de devoir intégrer les enjeux au travers de cette crise, de devoir adapter les organisations et puis de devoir modifier et réajuster les pratiques en conséquence. Et tout cela, ça nécessite dans le fonctionnement d'une équipe de la coopération et de la communication. Et dans le cadre des retours d'expérience, et notamment dans le cadre des travaux qu'on a pu porter au niveau de la FORAP, il nous avait semblé essentiel, au-delà du retour d'expérience, du dispositif de gestion de crise, du retour d'expérience sur l'organisation et l'adaptation des organisations au sens large ou les coopérations interétablissements, aussi de pouvoir apporter des ressources et des outils pour permettre aux équipes, dans leur vécu, de pouvoir se questionner à leur échelle sur leur fonctionnement et sur la façon dont ils pouvaient tirer des enseignements sur les réussites de l'équipe, mais aussi sur les marges d'amélioration.
Donc, c'est au travers de ce constat-là et des nombreux travaux, hein, on ne va pas revenir sur les nombreux travaux autour du travail en équipe, et d'ailleurs qui sont portés dans le cadre du référentiel de la certification, du manuel de certification des établissements de santé pour la qualité des soins, et qui sont, et on voit apparaître en filigrane des attentes au travers du futur manuel ou du futur référentiel pour les structures médico-sociales, un fil conducteur qui est l'enjeu de l'appropriation à l'échelle des équipes des questions de fonctionnement pour l'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients ou des personnes qu'on accompagne. Donc, on a au travers de ces constats-là produit des ressources au niveau de la FORAP sur travail en équipe en situation de crise, et ça a été redit aussi l'importance de débriefer pour capitaliser notamment en matière de retour d'expérience. Donc, ces travaux-là, ils vous ont été proposés notamment pour permettre à l'échelle de l'équipe de pouvoir tirer des enseignements de son fonctionnement et notamment du fonctionnement de l'équipe en situation de crise. Comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'était vraiment de redonner ce questionnement-là et ce temps de réflexion pour pouvoir capitaliser sur les expériences de chaque équipe et notamment pour identifier les réussites et les marges de progrès, d'identifier des pratiques remarquables, parce qu'il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup d'adaptations, de pas de côté, de réalisées par des équipes qui nécessitent aussi d'être partagées. On le verra sur les retours d'expérience tout à l'heure. Et puis aussi des pratiques où on s'est dit plus jamais ça, si c'était à refaire, on referait autrement, donc les pratiques à ne pas reproduire. Et puis, bien entendu, apporter le retour d'expérience à l'échelle de l'équipe, ça permet aussi d'alimenter le retour d'expérience à l'échelle de l'établissement, et notamment à partir des expériences des différentes équipes. Donc, dans le cas de la FORAP, on a proposé aux établissements et aux équipes qui le souhaitaient un outil qui s'est traduit au travers d'une proposition de trame d'enquête d'expérience qui était proposée et qui s'adressait vraiment aux équipes, qu'elles soient en établissement de santé ou en structure médico-sociale, et qu'on proposait sous deux versions. Une version de passation d'un questionnaire avec une trame de débriefing en équipe sur les résultats pour pouvoir échanger sur ce qu'il ressortait du vécu des équipes, ou la mobilisation, sous le même principe que les items du questionnaire, d'une trame de questionnement et qui pouvait être abordée sur une séance plus courte de débriefing pour aborder le vécu des équipes. L'idée étant vraiment de replacer la question du recueil d'expérience des membres de l'équipe sur les différentes dimensions du travail en équipe. Donc, ça se traduisait par des ressources là, que je vous partage à l'écran, que vous connaissez peut-être déjà. Donc, on avait produit, on va dire, un mémo qui s'appelle les mémos de la FORAP, où on abordait les messages clés et l'importance de mobiliser le retour d'expérience à l'échelle de l'équipe. Un petit guide qui vous permettait à la fois de pouvoir utiliser le questionnaire de façon autonome et sur notre plateforme IFORAP, et puis le questionnaire et la trame de questionnement. Alors, ces ressources-là, ça abordait des dimensions du travail en équipe, quelque part des dimensions qu'on aborde de façon, on va dire, continue sur un fonctionnement d'équipe dite en situation normale. Donc, on explorait au travers du questionnaire et de la trame de questionnement à la fois la question des valeurs et des objectifs, si les valeurs et les objectifs avaient pu être préservés pendant cette période de crise Covid, les notions de coopération, les notions de communication, les questions de rôle et responsabilité, les questions de leadership, les questions d'alerte et de retour d'expérience, de gestion du stress et des conflits, et puis de reconnaissance. Donc, Stéphane Guéraud a abordé quelques-uns de ces sujets en introduction, et on le verra aussi au travers des retours d'expérience qui nous sont proposés par les deux établissements, qu'on a ces notions-là qui sont ressorties comme des éléments essentiels du retour des équipes ou des professionnels qui ont pu réaliser le retour d'expérience. Et on sait qu'en situation normale, l'ensemble de ces dimensions doivent être investiguées pour qu'une équipe en situation de crise, elle puisse surmonter la crise de façon plus aisée, alors je ne vais pas dire facile, mais de façon plus sereine.
Et notamment, l'un des premiers enjeux, c'est bien entendu de partager des valeurs et des objectifs communs, mais surtout de coopérer et de communiquer en continu, avec une bonne répartition des rôles et des responsabilités, un cap clair porté par des leaders, et puis d'être en capacité de s'alerter, se partager, de faire du retour d'expérience en continu pendant la période de crise, et puis surtout de porter attention sur le stress et les conflits qui peuvent survenir sur ces périodes-là, et en plus, c'est des périodes plus ou moins longues qu'on a pu avoir. Et puis, une notion qu'on a beaucoup entendue aussi depuis le début, c'est la notion de reconnaissance et de reconnaissance de l'investissement de chacun. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter quelques résultats régionaux, alors, ou plutôt des tendances, puisque au jour d'aujourd'hui, on est sur l'analyse des données qu'on peut avoir sur la première période de crise, c'est-à-dire les retours d'expérience qui ont été menés de janvier à juin 2020, sur la période de janvier à juin 2020. Et avec une mobilisation de l'enquête en ligne qui a été faiblement mobilisée pour cette première période. Alors, faiblement mobilisée, les raisons, elles sont multiples, notamment parce qu'on a été tous très rapidement happés par la deuxième vague, et puis probablement aussi que le sujet du travail en équipe, ce n'est pas un sujet naturellement qu'on va investiguer lors du retour d'expérience. Donc, on a eu une mobilisation sur cette première période de janvier à juin 2020 d'un petit peu plus de 100 professionnels qui représentaient à peu près 5 équipes pour lesquelles on peut vous partager les tendances, et ce qui nous permet de nous questionner sur peut-être que les équipes qui sont engagées dans du retour d'expérience à l'échelle de leur fonctionnement, c'est peut-être des équipes qui ont compris, qui ont intégré l'enjeu du travail en équipe et l'enjeu de se questionner sur le fonctionnement en période de gestion de crise Covid. Et puis, comme je vous le disais, c'est une enquête qui a été peu mobilisée sur la première période de crise Covid, mais on peut observer qu'on a eu davantage de sollicitations, notamment pour la seconde période, et des retours d'expérience qui sont encore mis en œuvre au jour d'aujourd'hui. Mais ceci étant dit, on peut observer des tendances qui sont assez intéressantes et qu'on va pouvoir partager tous ensemble, notamment une tendance, comme je vous le disais, des professionnels qui ont répondu ou des équipes qui sont engagées dans ce retour d'expérience. Ce sont des équipes qui ont une perception assez bonne de leur fonctionnement. On les interrogeait notamment sur quelle est pour vous la maturité du fonctionnement de votre équipe, et majoritairement sur une échelle de 1 à 5, les équipes ou les professionnels au sein des équipes ont répondu qu'ils estimaient qu'ils avaient un niveau de maturité de 4 sur 5. Alors que globalement, généralement, de façon globale, quand on interroge les équipes, on est plutôt sur des maturités, on va dire, plutôt médianes, c'est-à-dire aux alentours de 3 sur une échelle de 5. Donc, il est probable que les tendances qu'on vous présente ici sont aussi des tendances d'équipes qui ont déjà amorcé une réflexion en temps normal sur leur situation de fonctionnement du travail en équipe. Mais ce que je vais vous partager ici, c'est important aussi de se mettre en perspective du fonctionnement normal d'une équipe et de se dire, mais effectivement, comment on peut en continu investiguer le sujet du travail en équipe et puis amorcer des sujets, notamment d'analyse de pratique, qui nous permettent de capitaliser sur des situations de crise telles que celles que nous avons vécues et que nous pourrons vivre demain ou après-demain. Alors, ce qui était assez homogène dans les résultats, dans l'ensemble des résultats qu'on a pu regarder, c'est que de façon très, très claire, ce qui a bien fonctionné, c'est la question des valeurs. La question du premier niveau du travail en équipe, c'est-à-dire les valeurs partagées, la question de l'entraide et le soutien, de la confiance mutuelle, de la notion de cohésion d'équipe, et puis l'expression et l'écoute de chacun. Les équipes en situation de crise, elles se sont recentrées sur leurs valeurs, leur entraide, le soutien et la confiance qu'elles pouvaient s'accorder entre chaque participant. Et puis une perception d'une bonne coopération entre les membres de l'équipe en situation de crise. On a su se partager les objectifs, on a réussi à se mettre d'accord pour les décisions importantes, et puis de se répartir les rôles et les tâches, et puis de se partager les difficultés et d'apprendre de façon collective. Les équipes, elles nous ont aussi dit qu'il y avait eu une notion d'apprentissage en commun, c'est-à-dire qu'on apprenait chacun de façon collective et individuelle au décours des nouvelles organisations, des nouvelles pratiques qui devaient se mettre en place
on a su intégrer des pratiques, des nouvelles pratiques en continu dans notre fonctionnement. Et puis, on s'est exercé, on a pu anticiper, notamment en matière d'hygiène ou sur des situations de prise en charge urgente. On a pu anticiper et s'exercer aux situations nouvelles et adapter nos procédures. Et puis, on a su être bienveillant pour chaque membre de l'équipe en prenant en compte la fatigue, l'intégration des situations personnelles, l'accueil des nouveaux personnels. Et puis, on a su s'écouter mutuellement en cas d'alerte ou en termes de gestion du stress. Ce qu'ont partagé les équipes aussi, c'est que les équipes ont eu la sensation qu'il y avait eu une bonne perception, une bonne coordination et un bon partage d'informations au sein de l'équipe, notamment dans les échanges d'informations au bon moment, que les informations au sein de l'équipe, elles étaient partagées, elles étaient claires, et on pouvait compter sur des leaders au sein de l'équipe et de porter l'alerte si toutefois il y avait des difficultés. Avec cette notion de reconnaissance et un appui vraiment à la qualité et à la performance de l'équipe par l'institution, avec un regard bienveillant et engagé d'institution vis-à-vis des équipes, notamment une prise de conscience des initiatives pour l'amélioration, des pratiques qui étaient proposées par l'équipe, qui étaient relayées, qui étaient valorisées, et puis un sentiment malgré tout de sécurité et des moyens qui étaient mis à disposition par l'établissement pour assurer le travail avec cette adaptation des organisations, avec une ouverture de l'équipe vers l'extérieur en matière de communication avec les usagers et avec les autres équipes. Donc, les équipes qui ont participé à cette enquête ont montré beaucoup de points positifs de leur expérience et de leur perception du fonctionnement de leur travail en équipe. Ce que les équipes aussi ressortent et ce qui a pu poser problème, et ça a été un peu évoqué notamment par Stéphane Guéraud en introduction, c'est la question de cette crise qui dure, cette crise qui ne nous permet pas forcément de pouvoir partager les difficultés qu'on a au quotidien et qui entraînent nécessairement une mise en tension des équipes et une charge mentale qui est de plus en plus importante. Et toutes les équipes qu'on a pu, alors c'est 105 professionnels au travers 5 équipes, mais nous aurons remonté les difficultés notamment à introduire des espaces d'échange courts de type briefing et débriefing. Et c'est ressorti de façon assez explicite sur l'ensemble des 5 équipes qui ont participé à cette enquête. Et c'est aussi les retours informels qu'on peut avoir des équipes qui nous ont partagé leur retour d'expérience. Et ce sera là assez intéressant de pouvoir avoir le retour des 2 retours d'expérience où j'ai pu voir que la notion de briefing et débriefing était aussi abordée dans leur partage d'expérience. Alors, ces premiers résultats, ils sont assez intéressants. Alors, on est sur des tendances, on est sur un effectif très, très faible. Donc, on a des résultats qui sont quand même assez homogènes au sein des équipes. Et on voit que globalement, les professionnels qui appartiennent aux mêmes équipes, elles ont un point de vue commun. Et on peut observer que on peut se questionner, que c'est peut-être une tendance propre à quelques équipes engagées dans le questionnement de son fonctionnement. Et on peut observer aussi que ça reste quand même des dimensions du travail en équipe qui sont à questionner, même en situation normale. Et on peut se poser la question, et un sujet qui revient régulièrement, c'est les temps d'analyse de pratique, de débriefing, des situations qui ont pu poser problème au sein des équipes et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe en situation normale, mais encore plus exacerbée en situation de crise. Donc là, ce qu'on vous partage, c'est les premiers ébauches des résultats qu'on peut observer à l'échelle régionale. On sait qu'il y a des équipes qui ont engagé aussi ces ressources pour questionner le retour d'expérience sur les autres périodes de crise Covid. Et on invite vraiment chaque établissement et chaque équipe à pouvoir mobiliser ces trames de questionnement, que ce soit en passation de questionnaire ou en débriefing en équipe, de pouvoir s'interroger sur ces différentes dimensions, vraiment pour nous permettre, vous permettre de capitaliser et quelque part d'aborder la notion du travail en équipe en faveur de la qualité et la sécurité des soins. Dans les travaux, je vous ai dit que c'était des travaux qui étaient portés par la FORAP. Donc, on a la perspective d'un bilan national
notamment pour la première période de crise, avec l'appui de Chloé au sein de l'équipe de Calirel Santé, où on est en train de récupérer l'ensemble des données. On essaie de récupérer l'ensemble des données qui ont pu être menées dans toutes les régions pour permettre d'avoir un bilan national ou un rapport national des équipes qui ont pu mobiliser cette trame de questionnement. Et puis, vraiment de la repositionner, comme je vous le disais, dans une ressource qui est vraiment à mobiliser tout au long de la crise pour permettre à chacun de se questionner sur le fonctionnement du travail en équipe en situation normale et en situation de crise. Ce qui permet aussi de faire la boucle, et là Stéphane Guéraud l'a aussi dit en introduction, au travers de ce questionnement sur le fonctionnement du travail en équipe, on se pose des questions de coopération, de communication, d'entraînement des équipes au fonctionnement du travailler ensemble. Et vous avez plein de ressources qui sont à votre disposition, à la fois sur le site de Calirel Santé, avec les travaux qu'on peut porter sur le sujet du travail en équipe et des outils et ressources en faveur du travail en équipe, mais aussi sur les travaux qui sont portés notamment par la simulation en santé, où on peut avoir des ressources de simulation en santé qui permettent de questionner le fonctionnement du travail en équipe, avec beaucoup de trucs et astuces ou d'outillages qui permettent de pouvoir introduire plus aisément des outils et des ressources pour améliorer la communication et la coopération en faveur du travail en équipe. Donc voilà, donc on voulait vous présenter globalement cette ressource, les premières tendances qui s'en dégagent et de pouvoir faire le lien avec les travaux qui sont portés globalement sur Calirel Santé. Et puis surtout, ça nous a semblé être une opportunité assez intéressante au regard des retours d'expérience, et on pourra en échanger par la suite, des retours d'expérience qui nous sont présentés aujourd'hui, de pouvoir vraiment faire la boucle avec l'importance de pouvoir investir sur le travail en équipe pour améliorer et pour être dans une démarche continue de la qualité et de la sécurité des soins. Voilà, Swazik, peut-être qu'il y a déjà quelques premières questions, ou du moins je laisse la possibilité à chacun de nous interroger. Il y a plusieurs membres de l'équipe de Calirel Santé qui sont aussi connectés. On pourra vous répondre collectivement. Donc, si vous avez déjà des questions sur cette intervention de Noémie sur le travail en équipe, alors n'hésitez pas. Ça peut être à l'oral et sinon, ça peut être bien sûr dans le chat avant qu'on passe à la présentation suivante, qui sera donc la présentation de l'Institut public au sens. Alors, pour l'instant, on n'a pas forcément de questions qui remontent dans le chat. Oui, c'est probablement à partir des retours d'expérience des deux établissements où, pour le coup, les échanges seront probablement plus interactifs et plus intéressants pour les participants. Tout à fait. Alors du coup, est-ce que Madame Galland, Madame Pellegrini, est-ce que vous êtes là? Alors, je vois qu'il y a une petite question en attendant que… Ah pardon. Pas de souci. Il y a une petite question Ah oui, sur voilà. le pourcentage d'équipes répondantes qui avaient été soumis à un cluster. Donc, j'ai regardé, alors, vu le nombre d'équipes, là, on est sur 5 équipes encore, donc il y a plein de précautions à avoir sur les équipes qui ont répondu. Oui, toutes les équipes ont été, alors mis à part 2 équipes, toutes les équipes ont été soumises à un cluster. Et d'ailleurs, dans les données nationales, c'est des choses qu'on veut regarder parce qu'en fonction du vécu des régions, on a quand même des éléments qui sont assez différents. Dans l'Ouest, on a un vécu différent des équipes dans l'Est de la France. Donc, c'est effectivement des éléments qu'on veut regarder pour voir si la crise a été tellement importante et soudaine que des équipes n'ont pas réussi à investiguer ces domaines-là dans leur fonctionnement en situation de crise. Mais je ne pourrais pas vous donner de pourcentage, ou du moins, si je vous donnais un pourcentage, ce ne serait pas du tout adapté au regard du faible nombre d'équipes qu'on a pu analyser dans ces données. Ça marche. Merci Noémie pour cette précision. Donc, je vois Mesdames Galland et Pellegrini en petite vignette. Je pense qu'on vous entend également. J'espère. Parfait, on vous entend tout à fait. Et donc, eh bien, nous sommes ravis de vous avoir pour votre présentation. Donc, c'est à vous.
Bonjour, Violaine Galland et Françoise Pellegrini de l'Institut Public au Sens. Si vous pouvez faire passer la diaporama. Voilà. Donc, notre établissement est un établissement qui a une longue histoire et tout récent à la fois, puisqu'il est implanté depuis longtemps sur le territoire de la Loire-Atlantique, mais l'Institut Public au Sens en lui-même est né de la fusion au 1er janvier 2020 de deux établissements publics de Nantes et Vertou. Donc, il est organisé en deux pôles de prestations et de services pour répondre à la fois aux besoins des personnes en situation de déficience sensorielle, auditive et visuelle, des troubles du langage et des troubles associés. Et également, nous accompagnons des personnes avec des troubles du spectre de l'autisme et un retard global de développement, que ce soit des enfants ou des adultes pour les déficiences sensorielles et plutôt des enfants pour le trouble du spectre de l'autisme. Dans ce cadre, on a une dizaine d'autorisations, donc un panel assez varié de services qui va de l'Institut d'éducation sensorielle à l'IME, en passant par un CAMS, un centre de formation, voilà. Donc, un panel d'activités assez large. La diapo suivante, s'il vous plaît. Ça représente plus de 400 professionnels, 46 métiers autour du pédagogique, du paramédical, médical, de l'accessibilité, de l'éducatif, l'administratif évidemment, l'encadrement et de la logistique. Nous avons 6 sites géographiques où nous intervenons, plus tous les sites d'établissements partenaires auprès desquels nous travaillons. Cela représente 760 enfants accompagnés l'an dernier, plus de 300 adultes et 800 bénéficiaires d'une formation. Et là, c'était plutôt en 2019, puisque l'an dernier, effectivement, le centre de formation n'a pas travaillé de la même manière. Donc, je vais laisser la parole à Madame Pellegrini, qui est une responsable de service, pour vous exposer plus précisément comment a été vécu ce confinement et cette crise Covid. Vous pouvez passer à la vignette suivante, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Si ça arrive, il faut juste le temps que ça se fasse. Ah, alors c'était les faits, là. Oui, ah oui, je me perds dans mes papiers, excusez-moi. Je suis arrivée un petit peu en retard, donc voilà. Donc en fait, on a démarré des faits marquants. Alors, une des choses quand même à relever et qui nous a nous-mêmes un peu étonnés, c'est la vitesse de réactivité de la mise en place de ce que l'on a fait en fait. Alors, cela, on a démarré rapidement entre responsables de service avec la direction, avec une cellule de crise, de coordination, on l'a appelée comme ça, rapidement pour pouvoir en fait se coordonner et ne pas perdre de temps entre responsables de service à créer des outils. Donc, on s'est réparti ce que l'on avait à faire, ce qui nous paraissait essentiel pour la mise en œuvre des actions. Et en fait, on a chacun créé des outils qu'on a mutualisés, en fait. Voilà. Alors ça, c'était vraiment important. Et puis, pour se donner aussi les grandes lignes de ce à quoi il fallait qu'on soit vigilant. Et notamment l'état de santé mentale, je dirais, des agents et de nous-mêmes par rapport à cette crise, quoi, pour pouvoir être au maximum disponible pour les jeunes. Alors, ce qui a été en fait marquant quand même important, donc la fermeture totale de l'établissement s'est faite le 16 mars. Donc là, tout le monde était en situation de travail à distance, mais on a pu reprendre les accompagnements auprès des jeunes en visio dès le 23 mars, quoi. Voilà. Il y a des choses qui avaient été redémarrées, mais vraiment le 23 mars, on était opérationnel. Qu'est-ce qui a permis ça? C'est déjà plusieurs agents on a pu mettre à disposition donc du matériel pour plusieurs agents qu'ils avaient déjà et aussi mettre à disposition du matériel pour les jeunes qui pouvaient avoir des difficultés à avoir le matériel ad hoc à la maison.
Autrement, il y a cette question de la connexion rapide. Hein, en 2 jours, tous les professionnels de l'établissement étaient connectés en fait en visio avec Teams. Donc, ça a été un gros travail du service informatique et du coup, on a pu rapidement mettre en place des réunions en équipe en visio de manière à ce qu'on puisse s'organiser et construire avec chaque équipe le déroulement de la mise en place de nos actions. On a été très vigilant du coup à aussi déterminer quel type de suivi dont pouvaient bénéficier les jeunes en fonction de leur situation, à la fois en lien avec leurs troubles, mais aussi leur situation sociale. Et on a déterminé assez rapidement les mises en place des visios et aussi des accompagnements à domicile avec les familles qui, bien entendu, étaient en accord avec cela. Ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est une rapide écriture des protocoles. Ça a rassuré les professionnels qui avaient besoin de garanties, en fait, notamment sur le fait d'aller au domicile. Alors, pas sur le fait d'aller au domicile en tant qu'action au domicile, parce que les professionnels étaient déjà habitués à ce type d'intervention. En tout cas, en service ambulatoire, en unité d'enseignement, il a fallu un peu une adaptation parce que ce n'était pas une modalité, je pense notamment aux professeurs, mais pour le service ambulatoire, c'était déjà quelque chose qui se pratiquait. Et puis, comme je vous disais tout à fait au début, le fait d'avoir une vigilance particulière de la part des responsables de service sur l'état de chaque professionnel, que ce soit dans leur situation personnelle ou professionnelle. Voilà. Donc nous, on a considéré qu'on avait quand même atteint des objectifs au niveau de l'adaptation de l'innovation. Et puis aussi par les retours qu'on a eu assez rapidement des équipes sur le fait de faire équipe malgré la distanciation physique. Alors, on peut passer à la vignette suivante. Donc, ce que j'évoque, alors moi, je l'ai pris plus spécifiquement avec les équipes que j'ai accompagnées, hein, puisqu'il y avait trois équipes de professionnels travaillant à la fois en unité d'enseignement par rapport au lycée DA, et puis les services ambulatoires avec 2 dynamiques de service. Le CEFS pour les moins de 16 ans et un dispositif transition vie active pour les plus de 16 ans. Donc voilà, donc là c'était un peu un récapitulatif. Donc ce que j'évoque concerne 38 professionnels, mais moi je l'étendrai à une grande majorité des professionnels de l'Institut, hein, puisque comme je vous disais, avec les collègues, on a vraiment travaillé avec les mêmes axes et les mêmes valeurs portées entre nous, quoi. Donc, au total, là, moi, j'ai fait le lien avec les 89 jeunes accompagnés par mes services. Par rapport à ces 89 jeunes, on a effectivement une vingtaine de suivis à domicile. Voilà, parce que, voilà, avec les raisons dont j'ai évoqué tout à l'heure, et 5 suivis plus soutenus pour des jeunes en situation complexe et des suivis en soutien psychologique à distance. Donc, dans cette situation de confinement, en fait, on souhaitait vous présenter ce qui a été pour nous les facteurs facilitants et les freins et difficultés. Donc, un des facteurs facilitants, c'est le soutien du service informatique, comme je vous disais, à la fois sur la mise en place des outils nécessaires, mais aussi le soutien technique. Les professionnels pouvaient joindre les 3 informaticiens dès qu'ils en avaient besoin. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu qu'on apprenne à utiliser Teams en cheminant, quoi. On n'avait jamais utilisé avant, quoi, en fait. Donc,
voilà, on utilisait beaucoup WhatsApp ou des fois Zoom, une fois de temps en temps, mais pas l'intégralité d'un logiciel. J'ai indiqué aussi un facteur facilitant qui est dans la fonction publique un maintien intégral des salaires. Donc, de ce fait-là, il n'y a pas eu de pression exercée sur les agents puisque effectivement, ils avaient leur salaire, qu'ils aient des actions à mener ou pas, ce qui est arrivé pour certains. Par contre, ce que je n'ai pas mis dans cette diapo, c'est qu'il a quand même fallu rassurer beaucoup de professionnels qui culpabilisaient en fait de gagner de l'argent sans forcément pouvoir intervenir. Et puis, on a justement travaillé à ce que s'ils ne pouvaient pas intervenir, comment ils pouvaient être mis à contribution sur des actions de réflexion ou de travail à mener qui nous serviraient pour le futur. Donc, les outils d'organisation coordonnée, dont je vous ai parlé dès le départ avec les autres responsables de service. Et puis, un maintien du lien régulier entre professionnels. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez la question à un moment du travail d'équipe. En fait, on a pu éprouver par cette expérimentation que le travail d'équipe qu'on met en place avec des valeurs autour de la question de la co-responsabilité de chaque professionnel dans leurs actions et dans la répartition des tâches a été vraiment vérifié à ce moment-là, en fait, parce que les choses se sont vraiment coordonnées de manière assez simple, je dirais. Enfin, on peut dire, ça n'empêche en rien la charge mentale dont vous parliez, mais les choses se sont articulées assez rapidement. Les freins et les difficultés rencontrées, ça a été quelque chose qu'on évoquait depuis des années, mais là, on se l'est pris en pleine figure. C'est la question que pour certains professionnels, il n'y avait pas de matériel informatique professionnel. Ce qui fait que pour certains professionnels, ça a été un peu compliqué dans les connexions, l'accès au réseau. Et puis, tous les professionnels n'avaient pas de téléphone professionnel non plus. Et ça aussi, c'était quand même, ça a complexifié les choses au niveau du lien pour certains professionnels. Alors, beaucoup en avaient, parce qu'en service ambulatoire, ils étaient déjà équipés, mais quand même, pour une dizaine de professionnels, ça a posé problème. Donc, le problème de connexion, il est en lien avec ça. Et puis la fragilisation des professionnels à titre professionnel ou personnel. Je l'ai évoqué précédemment sur ces sentiments de culpabilité, notamment de ne pouvoir intervenir à hauteur du gain salarial qu'ils avaient, quoi. Voilà. On peut passer à l'autre vignette. Donc, les principaux enseignements qu'on en a tirés, on dit nous plutôt des mises en évidence, c'est cette importance de la coordination entre les responsables de service et l'articulation avec le service qualité et les services, tous les services support. Ça a été vraiment un point essentiel je dirais, de nos capacités de réactivité. Le faire équipe, comme je viens de vous le dire, le fait que l'on a pu vérifier que les conceptions de travail que l'on a depuis des années, en fait, font leur effet, et même en distanciel, le rôle essentiel donc, des services support, et le fait que, ce qu'on se disait depuis plusieurs années, un besoin en matériel informatique et de connexion à distance impératif, ce qui a été fait depuis. On peut passer à la vignette suivante. Donc, sur les axes d'amélioration, la poursuite du travail et du contact en distanciel et le fait de l'intégrer totalement dans la pratique professionnelle, c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
cas, alors là, on est déjà on est encore dans une situation où on est en distanciel, mais on a eu une phase où on pouvait être en présentiel. Et en fait, on a articulé dans cette phase-là, et ce qu'on va continuer à faire, des réunions ou des rencontres en distanciel, à la fois pour permettre une souplesse de rencontres entre professionnels quand on a besoin de faire des points pour des jeunes, alors que ce n'était pas prévu dans une planification, mais aussi en lien avec les situations de famille qui parfois peuvent être à distance. Alors, bien évidemment, on ne le fera pas avec toutes les familles, mais pour certaines familles où on est dans des accompagnements où il n'y a pas de problématique particulière, on a pu vérifier qu'on a pu faire des PIA ou on a pu faire des rencontres avec des familles en distanciel sans aucune difficulté. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on retient. Et puis, la deuxième chose, c'est l'amélioration des outils de suivi, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, on a créé des outils communs, mais en fait, on avait une base commune qui était insuffisante, notamment dans les arborescences et dans la recherche des outils. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de continuer à construire. Et donc, une chose aussi que je n'ai pas évoquée avant, c'est que là, je le mets en axe d'amélioration, c'est le maintien de l'offre de formation en webinaire qui a pu être commencée dès le premier confinement et qui a vraiment été, les professionnels ont vraiment adhéré à ce type de formation. Tout comme, alors ça peut porter à discussion, hein, tout comme on a pu maintenir aussi des analyses de pratique à distance, avec donc bien évidemment avec l'adhésion de l'intervenant et l'adhésion des professionnels. Certains professionnels n'ont pas souhaité, hein, donc on ne l'a pas fait, mais pour les équipes qui ont souhaité maintenir une analyse de la pratique en visio, on l'a fait. Voilà. Nous pouvons passer à la vignette suivante. Alors, 2021, nouveau confinement. L'équipement matériel informatique et téléphonique a été mis en place. Donc, il y a eu vraiment une politique d'achat qui a été réalisée et qui a permis d'équiper tous les professionnels. Donc, les difficultés qu'on pouvait avoir de connexion, aujourd'hui, on ne les a plus. On a poursuivi les accompagnements sur site pour les jeunes en situation complexe. Donc, lors du premier confinement, on n'avait pas pu le faire dès le départ, on l'a réintégré petit à petit. Là, on l'a mis en place tout de suite. Et pareil pour les rencontres avec les familles. On a poursuivi les interventions au domicile. Sachant que sur les interventions au domicile, je vous disais tout à l'heure, pour certains professionnels, c'était assez compliqué parce qu'ils ne l'avaient jamais fait. Et donc, lors du premier confinement, dans l'organisation des réunions, on a aussi pris du temps pour échanger notamment avec la psychologue et toute l'équipe sur c'est quoi l'intervention au domicile, qui est prêt à le faire. Alors, ne sont allés au domicile que les professionnels qui se sentaient capables de le faire. Les professionnels qui avaient des difficultés dans ce domaine, on ne les a absolument pas obligés à aller au domicile. Par contre, certains professionnels qui n'étaient jamais allés au domicile, le fait de faire ces échanges entre professionnels avec l'appui de la psychologue, et puis ils ont dû aussi en parler en analyse de la pratique, très certainement, a fait que certains professionnels se sont lancés dans l'intervention à domicile, chose qu'ils n'avaient jamais faite avant. Voilà, et ils en ont été satisfaits en fait de ce que ça pouvait produire dans la relation avec le jeune et avec les familles. On a maintenu aussi en présentiel des réunions en petit comité. Donc, on a articulé réunion visio, réunion en présentiel. Il y a eu aussi la fermeture de tous les établissements scolaires partenaires. Alors, on l'a rajouté parce que, alors, pour les services ambulatoires, ça n'a pas eu d'impact. Par contre, ça a eu un impact sur les unités d'enseignement puisqu'on a été obligé
de recevoir les jeunes qui étaient en parcours adapté en unité enseignement. Donc, il a fallu réorganiser l'accueil de ces jeunes sur site, en fait. Et donc, il a fallu innover au niveau à la fois des démarches pédagogiques, mais aussi des modalités d'accueil des jeunes sur un site qui n'est absolument pas adapté pour recevoir des jeunes, puisque l'Institut au sens est dans une démarche de transition inclusive depuis plus de 30 ans. Donc, nos locaux ne sont absolument pas adaptés pour recevoir des jeunes. Et donc, la poursuite des formations au webinaire. Voilà, c'est fini. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop longue, pas trop rapide dans mon débit. Je suis un peu une mitraillette des fois, donc j'espère que ça va. C'était parfait, Madame Galland, et je pense que par ailleurs, c'était très clair. Est-ce que Madame… Pellegrini, là. Pardon, excusez-moi, Madame Pellegrini, tout à fait. J'allais dire justement, est-ce que Madame Galland, vous avez des choses que vous avez envie de compléter par rapport à Madame Pellegrini, à son intervention, qui était, je pense, tout à fait éclairante. Et si jamais Madame Galland, donc vous avez des petites choses à nous compléter, est-ce que les participants, vous voulez nous poser déjà quelques questions sur le chat, comme ça on pourra faire remonter à nos intervenantes. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'effectivement, pour nous, le premier confinement a été très violent pour l'ensemble des acteurs, que ce soit comme la population générale pour la fermeture, mais également le fait de devoir fermer un établissement public d'accueil de personnes en situation de handicap. Ça nous a un peu surpris quand même. Et la preuve en est, c'est qu'on nous a dit à la fin de ce confinement, il n'y aura plus jamais de fermeture d'établissement de personnes en situation de handicap, en tout cas. Et donc, on a tiré des enseignements, effectivement, ce qui nous a permis, au mois d'avril, d'avoir un tout autre abord de la situation, puisqu'on savait déjà faire un certain nombre de choses. Ce qui était important de dire aussi, pour rebondir par rapport à ce que Noémie a dit précédemment, c'est qu'à l'issue de ce premier confinement, nous avons organisé pour toutes les équipes de l'Institut, en fait, des sessions de 2-3 heures de travail, de débriefing avec une psychologue, équipe par équipe, pour que chacun puisse relâcher, exprimer tout ce qu'il avait ressenti et puis éliminer toute cette charge mentale qui avait pu être liée à ce premier confinement. Ça a été aussi l'occasion justement de se dire ce qui s'était bien passé. Je pense que ça a encore plus resserré les équipes autour du vécu qu'ils venaient d'avoir de cette situation de crise. Et ce qui fait aussi que un autre abord de la situation, excusez-moi, un autre abord de la situation professionnelle, la situation des professionnels vis-à-vis d'un deuxième confinement ou d'un troisième confinement. Voilà. Alors, c'est vrai que ma présentation peut paraître très, très idyllique dans la façon dont je le fais, mais parce que je pense qu'on a tiré effectivement ce qu'on en retire, c'est des enseignements très positifs. Mais vous évoquiez tout à l'heure la question de la charge mentale. Elle a été très importante, c'est-à-dire qu'au niveau des responsables de service, on a été très vigilant à être en appui aux équipes et on a été réceptacle effectivement de beaucoup de souffrances des professionnels. Voilà, donc le tableau n'est pas totalement idyllique, mais c'est vrai que moi j'avais envie surtout de mettre en avant cette capacité qu'on a pu encore éprouver dans ce cadre-là des professionnels dans cette capacité d'adaptation et alors excusez-moi, ça fait un peu très à la mode en ce moment, mais j'ai envie de le dire comme ça, de pensée positive, quoi. Et effectivement, et je pense que les retours dont parle Violaine Galland, qui ont ces séquences de travail qui ont été faites, ont été très porteuses pour les professionnels pour se rendre compte de tout ce qu'ils avaient dû
mettre en place, mais on était quand même plus dans quelque chose d'une suradaptation que de l'adaptation, quoi. Et d'ailleurs, entre responsables de service, on en parlait souvent parce qu'on se disait, mais on va avoir des arrêts, enfin, les gens vont… et en fait, nous n'avons pas eu d'arrêt de travail. Moi, je m'attendais vraiment à ce que des gens et ne tiennent pas. Et en fait, les gens ont tenu, quoi, en fait. Et c'est assez… je ne sais pas comment, quel terme, assez exceptionnel, quoi. J'étais assez effarée de ça, quoi. Ouais, je pense que c'est intéressant ce que vous soulignez sur la résilience finalement des professionnels, leur capacité à s'adapter. Ce que j'ai noté entre autres dans votre intervention qui était très intéressante sur comment est-ce qu'ils s'adaptent, c'était la mise en place de nouvelles modalités et le fait que par exemple certains intervenants sont allés en présentiel à domicile, voilà, on fait de l'intervention à domicile alors qu'ils n'en faisaient pas forcément avant. Et voilà, c'est quand même intéressant de voir que finalement ça a peut-être permis de mettre en place des nouvelles choses qui sont probablement en plus très profitables pour les usagers. Tout à fait. Et juste par rapport à ce que vous disiez, c'est vraiment un fonctionnement d'équipe. C'est-à-dire que tout à l'heure, je ne me souviens plus du nom de famille de Noémie, excusez-moi. C'est rien. Noémie, c'est rien. C'est parfait, Noémie aussi. Voilà. Quand vous disiez qu'effectivement, un socle fondamental, c'est aussi de faire ensemble. Et ça, c'est aussi, alors, ça a été une continuité pendant le confinement, mais au niveau des projets, des décisions, de comment on travaille ensemble, qui fait quoi, on le fait vraiment ensemble. Et quand je parlais tout à l'heure de faire équipe, c'est pas le cadre avec les professionnels, c'est que c'est ensemble, quoi. C'est-à-dire que là, on ne parle plus du cadre pour se répartir, on est une équipe de professionnels et ensemble, on y va, quoi. Et on prend des décisions. Alors justement, j'ai une question qui est dans le chat et qui est relative à ce que vous évoquez. Donc, on nous demande qui coordonnait l'ensemble des actions mises en place par les différents responsables de service. Oui. Non, c'est nous, oui, c'est les responsables de service. On est coordonnateur, en fait, Alors, sur le CEFS en plus, alors sur les unités d'enseignement, les éducateurs autour du PIA, etc., sont plutôt les référents de projet. Par contre, nous, la spécificité sur le CEFS, c'est que ce sont les responsables de service qui sont les référents du parcours. D'accord. Sur les services ambulatoires. Hein. Donc, du coup, on connaît parfaitement les familles, les jeunes. Et donc, du coup, quand les professionnels nous parlent des situations, on les connaît, quoi, en fait. Vous voyez. Mais la coordination, oui, c'est le responsable de service qui coordonne l'ensemble des actions. D'accord. Il y avait une cellule de crise, je ne sais pas par rapport à la question, il y avait une cellule de crise avec la direction et les responsables de service et les services supports pour adapter toutes les consignes qui nous arrivaient, pour les adapter à nos pratiques. Et à partir de là, les responsables de service étaient en autonomie pour coordonner l'action de leurs équipes, en fait. D'accord. Et c'est une question que j'avais aussi dans ce sens-là, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas quelque chose de plus qui a été mis en place pendant la période de crise. Vous avez beaucoup évoqué la question de la façon dont les responsables de service et les managers se sont saisis presque naturellement du sujet. Oui. Moi, j'avais une question, pour le coup, qui est assez en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, du fait qu'il y avait peut-être des choses en situation normale qui ont fait que naturellement, en période de crise, les espaces d'échange et de partage en équipe se sont faits naturellement, ou c'est des choses que vous avez été obligé de mettre en place en complément? Non, on a transformé, en fait, quand je parlais tout à l'heure de demi-groupe, c'est parce que, par exemple, sur une équipe de CEFS, on a 28 professionnels. Je ne pouvais pas faire des réunions, par exemple, je prends cet exemple-là. Du coup, j'ai modifié l'organisation, mais en discutant avec les professionnels. C'est-à-dire, je leur ai fait des propositions auxquelles ils ont adhéré, et plutôt que de faire en grand groupe, on a fait des réunions par corps de métier.
Mais après, chaque jeune, en fait, a une équipe de suivi. Alors, ce qu'il faudrait que je dise en préambule, et c'est pour ça que ça paraît assez fluide, c'est-à-dire que dans la façon de travailler, on a beaucoup travaillé la notion de co-responsabilité. C'est-à-dire que pour chaque jeune, il y a une équipe de suivi. Et en fait, cette équipe de suivi gère les actions et donc ils ont aussi entre eux des temps d'échange auxquels moi je ne participe pas. C'est-à-dire que moi je vais participer à partir du moment où ils m'interpellent, s'il y a une situation. Alors je participe quand il y a ce qu'on appelle des points projets. Donc ça, on avait maintenu cette organisation-là, des points de projet qu'on planifie à l'année. Donc ça, c'est des points qui sont planifiés. Ceux-là, on les avait maintenus, c'est-à-dire que toutes les équipes de suivi, nous, nos réunions sont le lundi pour les services ambulatoires, le lycée le jeudi. Donc on avait maintenu nos réunions avec les points projets. Voilà, ça, on l'avait maintenu. Et ce qu'on a ajouté, c'est les réunions par corps de métier, parce qu'ils avaient besoin en fait d'échanger. D'ailleurs, ils ont créé des outils sur Teams, ils ont créé des espaces, et ça, c'est eux qui les ont créés pour partager leurs outils pédagogiques. Les codeuses, par exemple, ont partagé leurs vidéos. Enfin voilà. Et ça, c'est les professionnels qui l'ont fait d'eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai rien eu à faire, c'était à eux de le faire, quoi, en fait. Mais ça fait partie de notre façon de travailler. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aller chercher, c'est leur boulot, quoi. Enfin, chacun son boulot, quoi. Ouais, Donc, du coup, ça a continué comme c'était, quoi. Oui, voilà. Il y a eu une continuité parce que c'était déjà intégré dans oui, la routine de fonctionnement. Ouais. Alors, j'ai une petite question complémentaire qui nous a été postée sur le chat au sujet des formations à distance. Pour vous demander, en fait, comment est-ce que vous les avez réalisées? Est-ce que chaque agent était chez lui? Et même question pour les analyses de pratique, quelles sont les modalités? Moi, je peux répondre sur les formations. Sur les formations, effectivement, chaque agent était à distance. Après la seconde vague, on va dire, avec la mise en place du télétravail, mais la non-fermeture des établissements sur la seconde vague, il y a eu aussi quelques formations où certains professionnels n'avaient par exemple pas le temps de rentrer chez eux pour être derrière leur ordinateur. Et donc, dans ce cadre-là, on organisait dans des salles de réunion, selon la jauge de la salle de réunion, quelques points de formation où on pouvait avoir 6-8 professionnels et les autres étaient chez eux derrière l'ordinateur. D'accord. Et pour l'analyse des pratiques, pendant le confinement total, les personnes étaient chez elles. Par contre, après le nouveau, depuis le mois d'avril, c'est du présentiel. Oui, on voit qu'effectivement, ça y est, c'est en train de revenir en présentiel. Oui, et ça permet quand même des échanges plus qualitatifs, on va dire. Complètement. C'est pour ça que je disais, ça porte à discussion, parce que moi, je suis absolument contre, personnellement, sur l'analyse de la pratique à distance. Maintenant, bon, voilà, on a aussi laissé les professionnels avoir le choix de cette modalité et les intervenants, bien évidemment. Oui, c'était une adaptation au contexte qui a quand même permis de proposer quelque chose par défaut. Oui, tout à fait. Et de maintenir une dynamique. Oui, oui, oui. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention et puis toutes les précisions que vous avez apportées après. Je pense que ça permettait d'éclairer encore un petit peu plus toutes les actions que vous avez pu mettre en place et surtout comment vous avez maintenu la dynamique. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient et que finalement, vous avez réussi à le maintenir, à l'adapter. Mais on voit que la dynamique de départ, elle est quand même finalement très structurante sur comment est-ce qu'on va gérer la crise, en particulier sur l'impact que ça peut avoir sur les équipes. En tout cas, c'est la sensation, moi, que j'ai eue. Donc, merci Madame Pellegrini, merci Madame Galland pour vos présentations. Et nous avons accueilli Madame Perron de l'EPMS qui va pouvoir donc nous présenter son retour d'expérience. Donc, Madame Perron, est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'on vous entend? Oui, on vous voit et on vous entend. Formidable. Bonjour. Eh bien, c'est à vous.
Je vous remercie. Donc, voilà, je me présente Catherine Perron, je suis directrice adjointe à l'établissement public médico-social de l'Anjou. Donc, j'ai dû vous mettre une carte. Ensuite, on est situé sur le département du Maine-et-Loire, donc avec différents établissements et services accompagnant des jeunes et des adultes en situation de handicap. Donc, pour vous expliquer un petit peu, enfin, pour vous donner en tout cas des éléments du contexte sur notre organisation et le travail en équipe. On a en fait 3 grands types d'établissements et de services. On a des structures d'hébergement, donc qui accompagnent des adultes en situation de handicap, donc 2 maisons d'accueil spécialisées, une à Segré, une à Beaufort en Anjou, un foyer d'accueil médicalisé et un foyer de vie sur un site à Poincé. On a également donc des services qui accompagnent des jeunes en situation de handicap, donc un institut médico-éducatif à Beaufort et un CESAD professionnel à Trélazé, près d'Angers. Et puis donc nous accompagnons également des adultes en situation de travail ou à domicile, donc avec une équipe mobile ressources qui venait de se créer en fait juste avant le premier confinement. Un établissement et service d'aide par le travail donc à Baugé, un autre ESAT à Poincé qui lui avait une activité de blanchisserie, donc desservant d'autres établissements sociaux et médico-sociaux, un service d'accompagnement à la vie sociale et un centre d'accueil de jour. Donc, par rapport au retour d'expérience Covid-19 que je peux vous proposer donc, concernant le travail en équipe, c'est un retour d'expérience qui a été réalisé grâce à un financement de l'ARS nous permettant d'être accompagnés par un cabinet de consultants, donc le cabinet ABAC, puisqu'à l'époque, nous n'avions pas d'agent, en tout cas de référent technicien qualité en interne. Donc, au niveau de la période que couvre ce Retex Covid, en fait, il a été choisi de proposer un questionnaire et de faire le recueil et l'analyse documentaire à partir du premier confinement jusqu'à aujourd'hui, sachant qu'au niveau des réponses, notamment sur l'enquête à destination des professionnels, on a eu des retours qui ont été vraiment très marqués sur la période du premier confinement, notamment par rapport au glissement de fonctions et au glissement de tâches des professionnels. Nous avons reçu donc le rapport récemment, le 30 mars 2021. Donc, par rapport à ce rapport, donc, il y a eu pour le réaliser donc, une analyse documentaire sur l'ensemble des documents qui avaient été travaillés par l'établissement, que ce soit sur la gestion de crise, mais aussi tous les documents en interne. Également une enquête à l'intention de l'ensemble des professionnels de l'établissement, avec une partie axée sur le travail en équipe. Également une partie d'entretien semi-directif avec l'équipe de direction, donc les cadres socio-éducatifs, attachés d'administration, directeurs. Et puis, donc, on a également travaillé une journée sur le rapport en équipe de direction pour pouvoir partager ensemble les retours qui nous ont été faits. Et ce rapport donc, a été présenté aux instances de l'établissement. Et on prévoit également de faire un retour d'expérience auprès des usagers et des familles. Voilà pour le contexte. Par rapport aux faits marquants, donc en fait, le PMS de l'Anjou venait d'être fusionné donc au 1er janvier 2020, puisqu'il s'agissait d'une fusion-absorption entre 2 établissements publics et un groupement d'établissements sociaux, médico-sociaux. Donc, c'était un étabbissement tout neuf avant le confinement. Ce qui a pu marquer, c'est que juste auparavant, on avait fait une grande fête. Donc, chose voilà, un peu anachronique maintenant, mais en tout cas, fin janvier, on avait eu l'occasion de travailler sur une fête de création de cet établissement qui avait permis d'associer les professionnels et les usagers des différents services. Donc, en tout cas, d'avoir aussi une première connaissance de ce qui pouvait se faire, quel type de public était accueilli dans les établissements et services sur le département. Donc, lors du premier confinement, on a eu donc une fermeture de différents services. Donc, la fermeture d'un l'ESAT La Bréautière, la fermeture également sur le secteur enfance de l'Institut médico-éducatif et du CESAD professionnel, mais aussi du SAVS et du centre d'accueil de jour.
On a eu donc bien entendu la continuité de l'accompagnement sur les structures d'hébergement, donc les maisons d'accueil spécialisées, les foyers, également sur l'ESAT qui disposait d'un atelier blanchisserie afin de pouvoir continuer ces prestations auprès des établissements sociaux et médico-sociaux. Et puis donc la fermeture, oui, du SAVS, du centre d'accueil de jour. Donc, à partir du 17 mars, on a à la fois réorganisé l'accompagnement sur les structures intervenant à domicile ou en externat ou intervenant à domicile. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu au niveau de l'ESAT, la Bréautière, la mise en place d'un accompagnement des travailleurs, soit en distanciel, donc par entretien téléphonique avec une coordination des différents encadrants, soit directement à domicile pour vérifier les besoins des personnes. On a dû également maintenir la production en blanchisserie, donc les travailleurs en situation de handicap étaient donc confinés à domicile. Donc ce sont d'autres agents de l'établissement qui sont venus réaliser les tâches de production en blanchisserie. Et puis on a eu également donc un renfort par les professionnels des structures qui ont fermé, qui sont intervenus sur les structures d'hébergement. Donc, les facteurs facilitants et points forts. Le premier facteur identifié, ça a été la solidarité et l'entraide des équipes inter-établissements, puisqu'il y a eu un renfort spontané des agents des structures qui ont fermé physiquement. Ils sont intervenus soit en remplacement sur des postes, alors notamment logistiques, administratifs, mais également sur des fonctions d'encadrement. On a eu également d'autres agents qui avaient pu faire part auparavant, dont les cadres avaient connaissance de compétences ou d'appétences particulières et qui ont souhaité en fait venir renforcer les services d'hébergement sur des fonctions par exemple d'animation, d'éducation physique que d'habitude ils proposent à d'autres publics, donc notamment les jeunes. Et là, ils sont venus renforcer les équipes sur les structures d'hébergement adultes, mais également sur des fonctions logistiques. On a eu pour cela donc un accueil qui a été organisé, des agents en renfort, à savoir qu'on a eu 15 jours en fait de propositions de travail en binôme, notamment sur les structures d'hébergement, pour vérifier que les professionnels venant en renfort se sentaient quand même bien par rapport au nouveau public, il n'y avait pas d'appréhension particulière. Et puis, donc, ce qui est ressorti, c'est qu'ils ont eu aussi accès aux informations concernant les postes et le travail assez facilement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un accueil qui a été organisé par les structures d'hébergement. Ce qui ressort de la période, ça a été un sentiment de période fédératrice, de cohésion, d'équipe, que ce soit au sein de chaque structure, mais aussi entre professionnels des structures différentes. Et également vraiment une entraide entre les cadres, entre l'équipe de cadres socio-éducatifs sur les différents services. Également en point fort, pardon, je me repère, ça a été également la possibilité d'avoir du renfort au niveau des équipes qui a été beaucoup appréciée, que ce soit par la mise en place de la plateforme éthique, mais on a eu également du soutien de la part de la réserve sanitaire. Donc, même si on n'a pas fait forcément appel à ces services, c'était plutôt le fait de savoir qu'on pouvait bénéficier de ressources extérieures, comme celles qui ont pu également être proposées par que ce soit l'équipe mobile du CHU d'Angers ou notre relais territorial en hygiène. Ça a été vraiment ce sentiment d'être soutenu, notamment par rapport à des compétences dont on ne disposait pas forcément en interne. Un autre point fort a été le maintien du fonctionnement et de l'organisation habituelle sur les structures d'hébergement et en parallèle la mise en place de nouveaux modes de fonctionnement sur les structures ouvertes. Donc avec un positionnement des agents qui a été identifié, clairement identifié au niveau des équipes, une organisation aussi beaucoup plus souple que d'habitude avec la mise en place de nouveaux circuits, d'outils de communication. En fait, on s'est plutôt, alors je dirais au départ sans le dire, mais organisé de manière à ce que les circuits de communication soient les plus rapides ou proches possibles. Donc vraiment en réfléchissant par géographie. On s'est beaucoup plus recentré sur une organisation géographique en fait au niveau des circuits de décision.
Également par la mise en place ou création de groupes sur des réseaux, notamment WhatsApp, mais plutôt pour avoir l'information en permanence de où les agents en renfort intervenaient, et puis donc vérifier les présences, les relais avec l'encadrement ou la direction. Également la mise en place de nouveaux outils de suivi. Donc on a un serveur partagé, donc avec la mise en place de dossiers partagés via des tableaux Excel pour vérifier en fait usager par usager les contacts qui étaient pris, s'il y avait un besoin à un moment de relais, mais de pouvoir suivre les accompagnements à distance et à domicile, donc que ce soit auprès d'adultes ou de jeunes et de familles. Il y a eu le maintien des transmissions sur les structures d'hébergement. Donc, même si on a diminué le nombre de personnes autant que possible, en tout cas, il y a eu le maintien des transmissions. On a eu une petite hésitation au départ et ça, on s'est dit non, c'était vraiment venu compliqué sur la communication d'équipe. Donc, on les a remis en place très rapidement. Concernant les modalités de gestion des plannings, ça a été assez clair aussi, notamment par rapport aux agents qui venaient en renfort sur d'autres structures, avec d'autres grilles de planning, d'autres grilles horaires. Et puis, donc, ce qui a été reconnu comme point fort, ça a été les points de communication réguliers, que ce soit entre les cadres, entre l'équipe de direction, par rapport aux cellules de crise et également les liens avec les psychologues par rapport au soutien psychologique des agents. Au niveau de l'enquête des professionnels, ce qui est ressorti également, ça a été le renforcement des prises d'initiative. C'est-à-dire que là, on est vraiment passé à des modalités beaucoup plus remontantes, je dirais, enfin ascendantes, voilà, au niveau des propositions, des initiatives, plus rapidement que d'habitude, que ce soit pour créer des outils, pour exercer des nouvelles fonctions. Donc, il y a eu un renforcement en fait de l'autonomie et des responsabilités des équipes et des agents. Donc, ça, ce sont les points forts, mais on a quand même rencontré des difficultés. Donc, les difficultés rencontrées, on a quand même eu des agents pour qui ça a été très difficile sur l'adaptation lorsqu'ils sont intervenus en renfort dans des services différents, de par la méconnaissance des troubles, des déficiences de certains publics et donc des modalités d'accompagnement, donc avec vraiment la crainte de mal faire. L'adaptation aussi qui a été demandée a été beaucoup trop rapide pour certains professionnels, avec des absences de repères habituels, donc que ce soit des repères en termes de matériel utilisé habituellement pour des activités, mais aussi pour des locaux, pour des véhicules, voilà, donc une absence, oui, de repères, et puis beaucoup de fatigue également, donc de fatigue professionnelle, sachant qu'on a également des agents auxquels on n'a pas trop prêté attention au départ, mais qui ont à la fois renforcé les structures d'hébergement et qui en parallèle ont continué les accompagnements de leur voilà, à domicile en complément. Donc là, ils faisaient les doubles semaines, et ça, on n'a pas été vigilant au départ à permettre aussi à ce qu'il y ait un relais qui soit pris pour ces suivis. Une autre difficulté qui a été remontée, c'est la complexité du travail en équipe par rapport à la coordination. On a accueilli notamment en urgence, alors vraiment au tout début du confinement, pour permettre à la fois des sorties de SSR ou accueillir des personnes vraiment en difficulté. On a accueilli des nouveaux usagers dans des situations assez complexes, alors qu'en parallèle, on a suspendu des réunions de travail. Donc là, à ce moment-là, ça a vraiment été voilà, compliqué, avec donc une augmentation de la charge de travail et puis une mauvaise canalisation, entre guillemets, des informations au départ, mais du fait de l'absence notamment du maintien de ces réunions d'équipe par rapport à l'accueil de situations d'urgence. Concernant nos principaux enseignements, alors le principal enseignement, ça a été l'intérêt de la connaissance du travail, des accompagnements réalisés par les différents services, avec une dédramatisation, entre guillemets, du travail de certains services, notamment sur les maisons d'accueil spécialisées. Les agents des autres services ont pu comprendre ce qui était mis en place, il y a eu beaucoup moins de craintes. La mise en évidence également de projets d'actions qui pouvaient être travaillés entre établissements et services. Donc vraiment l'intérêt de se coordonner sur différentes activités, notamment sur tout ce qui concerne l'animation. Et puis la notion de valeur partagée,
C'est-à-dire que nous, ça a été la première chose qui est ressortie. Alors, je pense aussi avec un peu l'étiquette fonction publique hospitalière, mais ça a été la première idée, ça a été on travaille tous dans le même sens et on sera là. Donc ça a été un moment assez fort pour les équipes. Également, notre enseignement, ça a été la volonté de renforcer les partenariats et la collaboration. Donc, de continuer dans l'idée d'avoir un partage de compétences, un peu une cartographie des compétences des différents professionnels, puisqu'on s'est aperçu en fonction des besoins qu'on avait assez rapidement qu'il y avait des professionnels qui nous disaient moi, les masques, je peux en coudre, j'ai été couturière, voilà, ou moi, je suis intervenant musical ailleurs, donc je peux venir faire de l'animation sur des foyers. Donc ça, pour nous, ça a vraiment été un point fort, en tout cas, à retravailler. Et puis également, la volonté de faire sens autour du projet d'établissement, puisque donc cette année, on a aussi élaboré notre premier projet d'établissement commun. Donc, en tout cas, c'était de pouvoir reprendre ces enseignements. En axe d'amélioration, donc nous, on a eu une grosse interrogation, c'était par rapport à la cellule psychologique qui a été mise en place. Donc, on a mis en place un soutien psychologique avec une permanence du lundi au vendredi. Et en fait, cette cellule n'a pas été saisie par les agents. Donc, en fait, les agents se sont adressés directement aux psychologues de chaque service. Nous, on avait pensé que l'intérêt, ça pouvait être aussi de s'adresser à un psychologue extérieur qui n'avait pas forcément connaissance des agents. Et alors ça n'a pas du tout marché. Et alors qu'on s'est retrouvé quand même avec des personnes au niveau des questionnaires qui ont pu nous faire remonter du stress, le besoin de pouvoir avoir un lieu où s'exprimer. Donc ça, on va essayer de travailler pour voir quelle autre modalité on peut proposer, parce que là-dessus, on est un peu en difficulté. Et puis, toujours et actuellement, en tout cas, un sentiment de fatigue et d'usure professionnelle, notamment sur les tâches des maîtresses de maison, puisque les maîtresses de maison ne sont pas seulement affectées au bio-nettoyage habituellement. Et là, donc, avec le renfort de l'hygiène, on se retrouve avec des agents qui ont l'impression de faire maintenant plus que ça. Donc ça, c'est aussi une piste de réflexion qu'on a actuellement, c'est comment est-ce qu'on peut, dans le contexte actuel, mais permettre en tout cas une certaine variété de tâches ou permettre à des professionnels de retrouver un peu de motivation sur une appétence, sur une compétence particulière. Donc, voilà ce que je pouvais vous présenter sur notre retour d'expérience. J'espère avoir répondu à la commande. Tout à fait, Madame Perron, c'était effectivement très intéressant de voir aussi cette notion de renfort par les professionnels que vous avez quand même beaucoup souligné, sur le fait que les gens sont venus prêter main forte. Et je trouve que c'est quand même vraiment très intéressant de voir ça. Est-ce que vous avez les uns et les autres des questions pour Madame Perron? Alors, soit vous pouvez intervenir, soit vous pouvez nous poster les questions dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des. Alors, voilà, merci pour ce témoignage très concret et très riche. Tout à fait. Moi, j'étais intéressée, à un moment donné, vous avez évoqué la plateforme éthique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là? Oui, c'est une plateforme, alors je vais avoir un peu honte, mais qui existait déjà auparavant la crise Covid, qui était mise en place par un organisme gestionnaire, donc pour pouvoir proposer, mettre en lien, c'est vraiment une plateforme d'emploi en fait, mais plus sur des professionnels du secteur médico-social. Et il y a eu une coordination donc en lien, je suppose, avec l'Agence régionale de santé. Donc c'est un peu le parallèle de la réserve sanitaire, mais plus sur des offres d'emploi. Et ça nous permettait en fait d'accéder assez rapidement et également en fonction de la localisation géographique à des candidats D'accord, ok. éventuels pour pouvoir venir en aide. D'accord, ça marche. C'est plus clair pour moi. Moi, j'avais une petite question, Madame Perron. Vous avez évoqué, j'ai trouvé que vous l'aviez particulièrement dit et probablement que le retour d'expérience, ça vous a permis de le mettre en avant. J'ai l'impression qu'au travers de vos enseignements, vous avez un enseignement qui vaut que cette crise elle a été presque un accélérateur d'interconnaissance entre les fonctions et les professionnels. Si j'ai bien compris
votre retour. Je trouve ça assez intéressant parce qu'on montre le besoin en fait de connaître et comprendre le métier de l'autre. En situation normale, on ne connaît pas forcément, on a des représentations de ce qu'apporte l'autre. Et j'avais une question par rapport à cet élément-là. Comment vous allez capitaliser justement sur cette interconnaissance? Est-ce que dans vos plans d'action, vous avez prévu d'entretenir des temps d'échange, des temps de partage entre les professions, les services, les professionnels? Oui, oui, tout à fait. Donc, on a en plus cette année, donc c'est l'élaboration du projet d'établissement. Donc, on a eu un petit peu de délai en plus, voilà, suite aux différents confinements pour le réaliser. Mais on a en fait, alors, outre des actions, je dirais très rapides qu'on puisse mettre en place, notamment sur des redéploiements de professionnels sur de l'animation. Donc, des professionnels du secteur enfance, en fait. Donc, on a un professionnel, par exemple, où lui, il a une forte appétence pour tout ce qui est intervention musicale. Donc, on s'est aperçu lors du confinement aussi que les résidents appréciaient, des fois, on avait tendance à proposer beaucoup d'activités extérieures, alors que parfois, il y avait aussi un besoin et une attente d'activités à l'intérieur, plus calme, ou en musique, enfin, un moment un peu plus festif. Donc, on en a profité et en fait, il intervient maintenant. Il a un planning sur l'ensemble des établissements et services. Et puis, donc, on a une fiche action vraiment sur notre projet d'établissement qui s'appelle Faire établissement public médico-social, où l'objectif, ça va être justement de travailler à partir de cette solidarité et de cette connaissance entre établissements. Donc, alors, je dirais à la fois, voilà, sur l'animation, c'est vraiment l'exemple type, l'animation musicale d'une action sur l'ensemble des établissements et services. Après, ça nous permet aussi de travailler de plus en plus par thématique, donc notamment sur l'insertion professionnelle, où on a pu en fait favoriser des expériences mutualisées entre des professionnels de l'Institut médico-éducatif et des ESAT. Alors, je dirais par des mini-actions, mais par exemple sur l'évaluation de la satisfaction des travailleurs en ESAT, c'est un intervenant en institut médico-éducatif que les travailleurs connaissent parce qu'il organise beaucoup de stages, qui est donc une personne en qui ils ont confiance et qui maintenant vient faire les évaluations de la satisfaction parce qu'il nous apporte à la fois un regard extérieur et les travailleurs ont confiance en lui. Donc, en fait, voilà, il y a à la fois des actions vraiment établissements, par exemple sur les maisons d'accueil spécialisées, on va travailler de plus en plus en dispositif ou en plateforme. Donc là, on est vraiment sur des projets qui sont coordonnés et portés en fonction de thématiques, mais aussi sur des professionnels qui peuvent faire du lien à travers des actions, je dirais beaucoup plus dans le détail, mais quelque part, c'est ça aussi qui permet des fois de faire du lien. Merci. Donc merci pour cette intervention, Madame Perron. Il n'y a pas forcément de questions complémentaires qui sont remontées dans le chat. Voilà, mais je pense que l'intervention était parfaitement claire sur ce qui a été mis en place. Donc on va pouvoir passer aux diapos suivantes. Nous allons vous proposer, pour terminer, un petit sondage, savoir ce que vous avez pensé de la présentation. Et puis, comme je vous disais, on vous donne rendez-vous le 11 mai et le 20 mai pour les prochains webinaires. Donc, première chose, n'hésitez pas à répondre au sondage. Ça nous permet de voir un petit peu, vous, votre satisfaction par rapport à ce qu'on vous propose. Deuxièmement, un très grand merci à mesdames Galland, Pellegrini, Perron pour leurs interventions qui nous ont vraiment permis de voir comment ça s'était passé sur le terrain au niveau du travail en équipe. Donc j'espère que, voilà, que les uns et les autres auront pu en retirer à la fois des idées et puis des exemples très intéressants. Et puis, comme je vous le disais, on va se retrouver le 11 mai sur Rex Covid et rupture de parcours et le 20 mai sur Rex Covid et implication des usagers. Donc, je mettrai les liens en ligne dans les prochains jours sur notre site internet. Vous les recevrez par mail et vous retrouverez bien sûr le replay de ce webinaire d'aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas pu le suivre en entier ou pour les personnes qui n'ont pas pu s'enregistrer. Donc, n'hésitez pas à passer le message, à le transmettre. Voilà. Encore quelques votes, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas voté, donc n'hésitez pas à rajouter vos avis.
Et puis merci bien sûr à tout le monde, plus particulièrement aux intervenantes, mais aussi à vous tous et toutes qui avez accepté de sacrifier votre pause déjeuner pour suivre notre webinaire. Voilà, Jean nous fait remonter intervention intéressante, pragmatique, proche du terrain. C'est bien parce que prendre le temps de se retourner sur l'expérience fait avancer. Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Merci Jean. Voilà, Noémie, je te laisse conclure. Ben non, mais tu as déjà tout dit, Swazik. Merci infiniment à nos intervenantes, vraiment de la qualité des interventions et puis d'avoir accepté de prendre le temps de parler de ce sujet-là, qui n'est pas un sujet simple. Et on l'a mesuré, nous, dans l'appel à participation, hein, parler du regard qu'on porte sur le fonctionnement des équipes, c'est pas si naturel que ça. On a l'impression qu'on a dit des choses un peu classiques, mais elles ne sont pas si classiques que ça quand on se pose pour se questionner autour de ça. Donc vraiment, merci infiniment. Vous avez bien mis en exergue des choses qu'on avait abordées en introduction, à l'importance de la communication, de la coopération, des difficultés justement sur ces charges mentales qui peuvent entraîner potentiellement des débuts de conflits ou voire des incompréhensions. Donc l'importance de pouvoir débriefer, se partager. C'est quelque part des choses qu'on a mis en exergue sur des situations de crise, mais comme je le disais, en fait, on devrait pouvoir l'intégrer en situation normale. Ces temps de partage, c'est essentiel. Donc, vraiment infiniment de nous avoir partagé cela. Donc, on est sur des domaines d'activité qui sont spécifiques sur les structures médico-sociales. Donc, surtout pour les autres acteurs du secteur médico-social ou les nombreux participants qui sont aussi issus des établissements de santé. Si vous avez des expériences à nous partager, on est aussi très preneurs. Vous avez vu, Madame Perron, ça fait une petite synthèse d'une diapo. On peut vous aider à les formaliser de cette façon-là. Ça permet de valoriser aussi les démarches que vous avez réalisées en interne. Et puis, ça contribue aussi, nous, au niveau de Caliral, de pouvoir partager et capitaliser sur les expériences et des uns et des autres. Donc, il n'est bien entendu pas trop tard. Et d'ailleurs, il n'est pas trop tard pour mener un retour d'expérience. Donc, même si on est à plus d'1 an maintenant de la période de crise, chaque moment est important et chaque regard tourné vers l'antériorité, comme disait Jean, est important. Donc, voilà, c'était le petit mot de la fin. Merci vraiment infiniment à tous. Voilà, et rendez-vous donc la semaine prochaine, le 11 mai et le 20 mai pour ceux qui le souhaitent et qui ont la disponibilité de nous suivre. Voilà, merci à tout le monde et puis bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.